Salut chers internautes! N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Nous venons d'assister à l'une des conférences les plus incroyables et les plus catastrophiques de toute l'histoire du Kremlin. La situation a tellement mal tourné pour Vladimir Poutine que la transcription de cet événement a été supprimée du site officiel de la présidence russe. Lors d'une récente réunion consacrée à la journée des droits humains, un réalisateur russe très respecté, Alexandre Choukourov, a osé l'impensable. Au lieu de poser les questions complaisantes que Poutine reçoit habituellement, sur sa santé, sa charge de travail ou son endurance, il s'est lancé dans une critique méthodique de 11 minutes en direct sous les yeux du pays entier. Face à Poutine, il a dénoncé l'invasion, mis en lumière la corruption généralisée et affirmé que le système russe actuel était pire que celui de l'Union soviétique. Il a prévenu que la trajectoire empruntée par Poutine mènerait à l'effondrement de la Fédération de Russie, tout comme l'empire des tsars s'était effondré autrefois. Ce réalisateur n'est pas n'importe qui. Ses œuvres ont remporté des distinctions internationales importantes, apportant du prestige culturel à la Russie. Et c'est précisément pour cela que Poutine ne pouvait rien faire à ce moment-là. Impossible de l'interrompre sans paraître fragile, impossible de le punir sans confirmer publiquement la répression qu'il dénonçait. Le fait que le Kremlin ait ensuite effacé les enregistrements vidéo et les transcripts du site officiel montre à quel point la panique a gagné les couloirs du pouvoir. Entrons maintenant dans le détail. Pourquoi Poutine a-t-il été forcé de supprimer toute trace de cet échange ? Comme je l'ai mentionné, la question du réalisateur durait environ 11 minutes et Poutine a ensuite mis près de 10 minutes à tenter d'y répondre. Pour que tout soit clair, nous allons découper ce moment en parties. D'abord les paroles du réalisateur, puis les réponses de Poutine. Voici le premier extrait. « Pourquoi a-t-on interdit la diffusion de mon film ? Aucune raison ne m'a été donnée. À l'époque soviétique, au moins, on m'expliquait pourquoi un film ne pouvait pas sortir. C'était pareil pour Tarkovsky, les raisons étaient toujours détaillées. Et jamais aucune interdiction, qu'il s'agisse d'un livre, d'une musique, d'une pièce d'architecture, n'a résisté au temps. Toutes ont fini par être levées, car toute forme de censure dirigée contre la création artistique est condamnée à échouer. Nous ne savons pas parler politique avec les jeunes, nous avons peur. Le pays a peur. Il n'existe aucun espace pour discuter calmement et ouvertement de ce qui se passe ici. Cette absence de débat, ce refus de laisser s'exprimer la moindre position, porte un coup immense à la société, y compris à nos talents les plus brillants. Il vient littéralement d'affirmer que l'URSS offrait plus de transparence que la Russie actuelle. À mon avis, personne n'aurait pensé entendre cela un jour, et pourtant ce n'était que le début. Les critiques vont devenir de plus en plus directes. Avant de continuer, il est important de comprendre qui est cet homme et pourquoi Poutine ne pouvait rien faire à ce moment-là. Né en 1951, Choukourov a passé une grande partie de sa jeunesse artistique sous le régime soviétique. Beaucoup de ses films ont été interdits, mais beaucoup ont aussi été salués. Il fait partie du paysage culturel russe depuis des décennies. Ce n'est ni un opposant pro-occidental, ni un ennemi de la Russie. Il est profondément attaché à son pays. Mais il refuse que la Russie répète les erreurs de son passé, l'autoritarisme tsariste, la tyrannie soviétique ou tout système où un leader accapare tout le pouvoir. C'est pourquoi sa filmographie s'attaque souvent à la figure du dictateur. Il a réalisé des films sur Hitler, Lénine, l'empereur du Japon et plusieurs autres dirigeants dont les choix ont mené leur nation au désastre. En 2011, il a sorti Faust, l'une de ses œuvres les plus célèbres, inspirée du mythe dans lequel un dirigeant échange son âme pour un pouvoir absolu, une métaphore directe de la corruption que produit le pouvoir total. Ce film a remporté le Lion d'Or au Festival de Venise, ce qui a été un triomphe culturel pour la Russie. Et c'est précisément ce type d'artiste, respecté, influent, difficile à attaquer, qui se retrouve aujourd'hui face à Poutine devant les caméras. Nous en étions donc à la question centrale. Pourquoi le film du réalisateur a-t-il été interdit ? Comme il l'avait expliqué, aucune justification ne lui avait été donnée. Et c'est précisément ce point qui a poussé Poutine à tenter de défendre l'indéfendable. Le président a répondu que la Russie ne censurait pas toutes les œuvres, mais uniquement celles qui n'étaient pas en phase avec la ligne idéologique du pouvoir, notamment le SMO, la mission militaire spéciale, comme l'appelle le Kremlin.
Il a ajouté que si un cinéaste voulait éviter la censure, il suffisait qu'il crée des œuvres qui soutiennent l'intervention en Ukraine. Puis, mettant mal à l'aise toute la salle, il a proposé au réalisateur de lui téléphoner personnellement pour discuter de quelle œuvre avait été bloquée et de ce qui pouvait être fait pour la débloquer. Mais le film n'était qu'une partie du problème. La question du réalisateur durait plus de 10 minutes et ce qu'il a dit ensuite a touché l'un des nerfs les plus sensibles du régime. La méthode utilisée pour faire taire toute dissidence. Chaque semaine, nous découvrons avec effroi qu'une nouvelle personne est déclarée agent de l'étranger. Ces qualificatifs sont terrifiants. Mes compatriotes se réveillent, du jour au lendemain, étiquetés ainsi. Je comprends qu'il s'agit d'une catégorie politique, mais on se contente d'une liste vague de reproches et le mécanisme s'enclenche. Leur destin devient soudain incertain. Pour moi, c'est une erreur majeure. On humilie la personne, on l'empêche de se développer, voire simplement d'exister librement. Ce qu'il décrit ici, nous l'avons déjà constaté. Dès le début de la guerre, Poutine a utilisé la loi sur les agents étrangers pour réduire au silence quiconque contredisait sa version de la réalité. Ceux qui portaient cette étiquette devenaient automatiquement suspects et étaient traités comme s'ils représentaient une menace pour l'État. Cette désignation faisait d'eux des parias. Leurs amis et collègues les évitaient, ils perdaient leur contrat, les médias avaient interdiction de les inviter, ils étaient surtaxés et l'État les surveillait comme des criminels. Beaucoup ont fui le pays, ce que Poutine a ensuite utilisé pour prouver sa théorie. Ils vivaient désormais à l'étranger, donc ils étaient bien des agents de l'Occident. Mais en 2024-2025, la mécanique s'est retournée contre le régime lui-même. L'étiquette fut désormais utilisée non seulement contre les opposants, mais également contre les ultranationalistes pro-guerre qui critiquaient le haut commandement militaire pour ses échecs. On assistait exactement à la même dérive que sous Staline. D'abord, la répression frappe les ennemis politiques, puis elle s'étend à ceux qui soutiennent le pouvoir, jusqu'à dévorer ses propres partisans. Le réalisateur soulignait que dans le système construit par Poutine, personne n'était en sécurité. Même les loyalistes pouvaient être écrasés dès qu'ils formulaient la moindre critique. Et il a continué. On a l'impression que l'État s'attaque à ses propres citoyens. C'est pourtant le citoyen qui a fondé l'État. Il en est l'origine. Et voilà que le même État commence à opprimer son propre créateur. D'abord d'un côté, puis de l'autre. C'est absurde, contre-productif. Et cela détruit totalement la créativité artistique. Dans nos écoles d'art, les élèves marchent la tête baissée. Ils savent que ceci est interdit, que cela l'est aussi. C'est comme vivre dans une boîte fermée. Essayez de produire un film sur le soldat aujourd'hui. Il serait immédiatement interdit et le sort de son auteur serait impossible à prévoir. Nous devons changer radicalement la manière dont l'État traite les artistes. Si nous ne modifions pas notre relation avec la jeunesse, nous allons droit dans un mur. Ce sera un cul-de-sac, une régression complète de tout le système d'État. Il faut aimer les jeunes. Il faut travailler avec eux, les soutenir, leur offrir un environnement où ils peuvent accomplir ce qu'ils souhaitent. Et enfin, un dernier point essentiel. Vous avez dit une fois, à quoi bon un monde sans la Russie ? Alors je vous pose la question, à quoi sert un État où l'on ne peut être même pas étudié ? À quoi sert-il ? Lorsque la caméra s'est tournée vers Poutine, son visage laissait transparaître un mélange de colère, d'embarras et de résignation. Il a esquissé un sourire crispé lorsque le réalisateur a retourné contre lui sa propre phrase « Pourquoi avoir un monde sans la Russie ?» Le Kremlin, lui, a réagi autrement. Suppression immédiate du transcrit, suppression de la vidéo, silence total dans les médias d'État. Mais sur Internet, la séquence avait déjà circulé trop vite.